Alors, on sait qu'il y a les mains se lèvent de plus en plus vers la fin, donc on va laisser un petit peu de temps. Et voilà, les premières questions pour lancer le débat. Bonjour. Alors j'ai moi-même fait beaucoup de bateaux avec mon père, et notamment au Guénan. Et je sais ce qu'il en coûte de naviguer à vue dans cet archipel. Et je me pose la même question du coup de l'archipel français. Je me demande, puisque je trouve, sans mettre un point aveugle dans votre réflexion, en tout cas, la question de ce que vous avez dit qu'il faut suivre l'argent là où il est. Et j'ai pas entendu dans votre réflexion, dans les analyses que vous produisez, par exemple la question du taux de chômage, ou très peu en tout cas, la question du pouvoir d'achat. Et ça me semble être, par exemple, au titre des institutions qui, à mon avis, sont des matrices cohésives, comme vous l'avez dit, il y a à mon sens, on a fêté récemment les 70 ans, la sécurité sociale, qui est un grand plan, comme le disait De Gaulle. Je prêche aussi, voilà, je ne m'attache pas à ma seule paroisse. Comme disait De Gaulle, c'est un plan cohérent et national de sécurité. Et moi, je ne retrouve pas ces éléments dans votre analyse. Alors, est-ce que c'est un oubli de votre part ou alors est-ce que on n'est pas aussi dans une comment dire, c'est ce qui m'a aussi parfois dérangé avec Emmanuel Todd, une pensée qu'on essaye qui est une analyse de phénomène qu'on essaie de réifier en fait, qui n'existe pas franchement. À ce titre-là, les Gilets jaunes, me semble-t-il, n'ont pas oublié de mettre cette question au centre de leur interrogation, au centre de leur revendication. Me semble-t-il, c'est moins la question régionaliste, même si effectivement quelques drapeaux régionaux ont fleuri sur les ronds-points, qu'est la question du pouvoir d'achat, de la question de l'appartenance effectivement à une société de consommation, puisqu'il y avait ça aussi, qu'on leur refuse dans les faits. Voilà, je voulais vous interroger sur l'absence, me semble-t-il, remarquable quand même de cette question dans votre raisonnement. Voilà. Alors merci, alors c'est pour la suite où je travaille. Alors moi je me suis surtout intéressé au processus de fragmentation, mais vous avez raison de rappeler qu'il y a, pour que la nation demeure encore un ensemble relativement cohérent, des forces de rappel qui sont très puissantes, et vous avez tout à fait raison, au premier rang desquelles la sécurité sociale. On voit aussi par exemple tout le débat sur la réforme des retraites, qu'on est sur, c'est pas pour rien que ça tangue quand même très fortement, sur, si on est toujours cette métaphore de l'archipel, des systèmes qui permettent de mettre des ponts et des passerelles ou un système de péréquation entre les différentes îles de l'archipel. Donc je minimise pas leur rôle, de la même manière que je pense que le tissu associatif et le maillage d'élus locaux constituent aujourd'hui, si vous voulez, un peu les fantassins de la République, de la cohésion, et qu'ils assurent, dans un modèle qui donne la part belle quand même aux forces centrifuges, encore une certaine cohésion. Moi, je partage tout à fait on est en train de travailler là-dessus, sur l'analyse de la crise des Gilets jaunes. À mon avis, il faut dépasser la question simplement du pouvoir d'achat, qui est très importante, mais de mon point de vue, dans une société où les grandes idéologies sont effondrées, où la religion n'a plus la place qu'elle avait, aujourd'hui, la construction de son identité, et souvent de l'appartenance à la vaste classe moyenne, se fait par la consommation et les loisirs. Et donc, dans cette crise des Gilets jaunes, c'est pas uniquement le fait que j'arrive pas à remplir mon caddie, c'est ce que ça signifie. C'est-à-dire que si je travaille et que ma femme travaille, ou je travaille et mon mari travaille, mon compagnon travaille, et que, comme on l'a entendu très souvent dans les reportages sur les ronds-points, à la fin du mois, on n'y arrive plus, une fois qu'on a tout payé, eh bien, c'est que je fais plus partie de cette classe moyenne. Et quelque part, je ne fais plus partie de la société. Et donc ça, c'est un problème majeur, parce que le gouvernement peut remettre, il l'a fait, quelques milliards dans la machine, c'est beaucoup plus profond que ça. Qu'est-ce qui se passe ? On a un système économique qui marche sur la consommation, qui crée sans cesse de nouveaux besoins, nouveaux désirs. Or, on a toute une partie de la population dans le système productif qui ne peut plus suivre. Un peu comme le peloton du Tour de France, où année après année, on montrait la vitesse moyenne. Et bien, tout d'un coup, le peloton va se scinder en deux. Il y en a qui vont pouvoir continuer, prenant plus ou moins de produits qui aident à ça, et puis d'autres qui vont rester tout en pédalant, toujours comme des dingues, et ils enragent de ne pas pouvoir suivre. Vous vous souvenez qu'avant la crise des Gilets jaunes, on a eu un phénomène
qui a fait un peu ricaner certains, que les journalistes ont appelé les émeutes du Nutella. Hein, qui avait une grande chaîne de distribution qui avait... Bon, dans le bas de la classe moyenne, pouvoir acheter du Nutella à ses gamins pour 4 heures et lui offrir des Nike, c'est ce qui fait de vous un bon parent. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous êtes à côté de la plaque et vous êtes en train de déchoir. Il y a un mot qui est terrible, qui a un grand succès, qui est le terme de cassos, un cas social. La hantise de tout ce public-là, c'est de devenir cassos. Et le problème, vous voyez, je travaille avec un journaliste qui s'appelle Jean-Laurent Casselli, qui, par exemple, il était très méritoire, il a regardé 40 épisodes des émissions de Stéphane Plaza. L'émission de Plaza, on vous montre des maisons, des biens immobiliers, et ils sont présentés comme ce à quoi peuvent aspirer monsieur et madame tout le monde, les gens des ronds-points. Bon, il a fait les stats, le prix moyen des biens, là, c'est 350 000 €. Donc toute cette France-là est hors jeu, c'est-à-dire la douche à l'italienne, la cuisine américaine. Si vous êtes cariste et que votre compagne est salariée d'un EHPAD ou est auxiliaire de vie, c'est pas possible. Regardez ce qui s'est passé aussi pendant les vacances. Il y a une partie de la population aujourd'hui qui ne peut plus partir en vacances. Parce que dans votre région notamment, mais pas seulement, dans les campings, on a remplacé des emplacements de tentes et de caravanes par des mobil-homes. Alors, la qualité de séjour est bien meilleure, hein, c'est pas le sujet. Sauf que le ticket d'entrée, c'est plus la même. Et donc là, il y a eu une fronde, notamment dans le Morbihan, à Quiberon, où un camping municipal a été, alors on appelle ça la premiumisation, hein, la montée en gamme. Maintenant, on parle d'hôtellerie de plein air. Et il y avait des familles qui venaient là de génération en génération, et avec le tarif relativement abordable, pouvaient emmener les gamins manger une glace le soir ou se faire les moules frites une fois dans la semaine. C'était ça les vacances. Et donc ça, ils ne le peuvent plus. Et donc si vous ne pouvez plus partir en vacances, si vous ne pouvez plus vous faire ça à vos gamins, vous ne faites plus partie du game. Je vous renvoie une pub de l'opérateur EasyJet, la compagnie aérienne, qui dit « Soyez du bon côté de la carte postale ». Parce qu'en plus, quand on part en vacances, le premier truc, c'est de se prendre en photo sur Facebook pour envoyer aux copains. Donc si vous ne pouvez pas faire ça, vous êtes un cassos. Et donc, aujourd'hui, ce qui s'est joué, à mon avis, en grande partie aussi dans cette crise des Gilets jaunes, ce qui nous montre, en creuse, c'est que la société de consommation et la consommation devient un facteur de construction des identités. La Seine-et-Marne, qui est un des départements où la crise des Gilets jaunes elle était la plus importante, hein, il y a 2 figures, Éric Drouet, Priscilla Ludowski. 17 novembre, ils sont des milliers. 18 novembre, ils se retrouvent encore par centaines sur les ronds-points en voiture. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de programme, donc on ne sait pas ce qu'on fait. Et donc ils vont par centaines, où ça ? À Euro Disney. Et après plusieurs heures de discussion musclée avec la sécurité, ils font ouvrir les barrières. Vous voyez que là aussi, on est, par rapport aux luttes sociales de l'autre siècle, on est passé à autre chose. Et donc, le but de guerre, quelque part, c'était d'ouvrir Euro Disney. Donc, vous voyez le poids des loisirs, de la société de consommation. Et il a été beaucoup question dans cette crise des Gilets jaunes des dépenses contraintes. Alors il y a eu, par exemple, un article du Monde qui a fait couler énormément d'encre. Ils ont été faire le portrait d'un couple de Gilets jaunes, à Sens ou au Cerf, je ne sais plus. Donc le mari travaillait, la femme ne travaillait pas, ils avaient 3 ou 4 gamins, un chien, et donc on achetait la marque pour les enfants, la marque pour les croquettes du chien, etc. Et il y a eu une avalanche de commentaires sur le site du Monde de la part des lecteurs, en disant « mais c'est quoi cette histoire? S'il n'y a qu'un salaire, ils ne sont pas obligés d'acheter ça et ça et ça. » Mais s'ils n'achètent pas ça, ils déchoient. Et donc dans la dépense contrainte, il y a se loger, se nourrir, se vêtir, mais il y a le smartphone, il y a tout le reste, il y a les loisirs, il y a tout le must-have. Et le problème, c'est qu'on n'arrête pas de monter le standing du must-have et qu'on a toute une partie de la population qui ne peut plus jouer. Et donc, à mon avis, là, il y a un vrai élément de réflexion. Donc, ce n'est pas très présent dans mon livre, je vous le concède, mais c'est en réflexion pour la suite. En tout cas, merci de votre question. Merci, M. Fourquet, de votre intervention très concrète et très pédagogique. J'ai eu la chance de
lire votre ouvrage au moment de sa sortie. Je confirme que c'est un ouvrage passionnant. Dès qu'on entre dedans, c'est très difficile de le quitter. Ça m'a valu 2-3 nuits avec peu de sommeil. Bon, Et depuis, j'ai récupéré. je m'en excuse alors. Ma question est la suivante, si vous le permettez. Vous décrivez très bien cette évolution. On peut même parler de révolution dans le domaine sociétal, dans le domaine sociologique, qui a touché notre pays sur un espace de temps assez réduit, en deux générations, 40 ans, 50 ans. Ce sont quand même des changements très importants. Et pourtant, sur le plan social et économique, on dit que notre pays est difficile à réformer. On a un chômage toujours trop important, on a trop de pauvres dans notre pays, on a une croissance économique qui est trop faible, on a des entreprises dans de nombreux secteurs qui ne sont pas assez compétitifs, et nombre d'entre nous sont arc-boutés sur des dispositifs qui datent de l'après-guerre. Comment on peut expliquer cette situation? Est-ce que c'est vraiment un paradoxe entre ces évolutions et cette révolution sociétale et sociologique et cette difficulté à faire avancer ce pays, à le faire évoluer, à faire qu'il y ait des réformes dites de structure? Alors, des réformes de structure, il y en a quand même eu un certain nombre. Hein. On parle de... Alors, d'aucuns disent que c'est pas assez, mais on parle de nouvelles réformes des retraites. Mais si vous faites le compte des réformes sur les retraites depuis 1993, il y en a quand même eu un certain nombre. Ce gouvernement a aussi, en matière de travail, par exemple, fait un certain nombre de choses. Donc, il se passe quand même des choses dans le pays, mais je pense... Alors, vous avez parlé d'être arc-bouté sur un certain nombre de dispositifs, que bon, on est un vieux pays corporatiste quand même. Hein, tous les systèmes de retraite, les statuts. Et au fur et à mesure qu'une société aussi s'archipélise, chaque île, prenant conscience des différences de traitement, de statut, etc., assez humainement et assez logiquement, défend son beefsteak. Hein, et donc, ça devient plus compliqué à réformer. Donc il y a cette dimension de société à statut et aussi cet élément de fragmentation. On l'a bien vu, hein, on travaillait pour les gouvernements précédents sur les réformes des retraites. Et les gens disaient, bon, nous on veut bien faire un effort, mais il faut que tout le monde avance d'un pas. C'est-à-dire, moi je suis salarié du privé, je veux voir ce que font les fonctionnaires. Moi je suis simple citoyen, je veux voir ce que fait le député, etc. Et si tout le monde met quelque chose dans la corbeille, j'accepte peut-être d'avancer. Mais le sentiment premier, c'est que je vais être le seul à le faire et je vais être le dindon de la farce. Donc dans ce cas-là, je ne bouge pas et donc c'est très compliqué à faire évoluer. Pardon, excusez-moi. Dans le rôle de contestation radicale de la société, du parti majoritaire, pensez-vous que les musulmans ont remplacé les communistes? Alors, en tout cas, ils sont moins nombreux qu'à la grande époque. Alors, on dit de contestataires ou de boucs émissaires, peut-être, ou de figures qui pourraient faire que le reste fait bloc contre eux. Ça peut être une analyse qui est partagée par certains, mais il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas la même puissance qu'avait le PC à l'époque, et il n'y a pas non plus, à date, le même degré d'intégration dans la société française. Et, autre élément, le PC du temps de sa splendeur est une contre-société, mais qui est en partie intégrée, j'allais dire, au jeu politique. On a parlé des municipalités communistes, il y avait un groupe communiste à l'Assemblée, il y avait des sénateurs communistes, des conseillers généraux. On n'a pas ça aujourd'hui, si on voulait pousser la métaphore ou filer la comparaison, du côté de cette population musulmane qui, on le rappelle encore, est très hétérogène. J'ai parlé des prénoms différents tout à l'heure, mais quand on regarde en termes de degré de pratique, parce qu'il y a toute une partie de cette population qui est elle aussi en phénomène de sortie de religion,
et par contre d'autres se raidissent, mais il y en a une partie qui est sortie. En termes de différence sociale, encore une fois, on a... alors, sur les prénoms, c'est intéressant parce que c'est là qu'on peut voir la différence entre assimilation et intégration. Historiquement, la France a fonctionné à l'assimilation, de manière très coercitive, à la fois contre ses propres particularismes régionaux, hein, crachés par terre et par les Bretons, mais aussi vis-à-vis des immigrés, où on voulait voir qu'une tête dépassée, et ça passait par un peu un chausse-pied extrêmement coercitif qui faisait rentrer tout le monde dans le même moule. Pour autant, si la machine assimilée est grippée aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, la machine intégrée fonctionne quand même encore, au plan économique et social. Et donc, j'ai parlé tout à l'heure des militaires français issus de l'immigration, mais regardez dans les écoles, regardez dans les hôpitaux, regardez dans les entreprises privées, on a aujourd'hui beaucoup de jeunes, enfin de jeunes ou de gens qui ont une quarantaine d'années, qui sont issus de ces familles et qui sont engagés dans le parcours d'ascension sociale. Et donc ça ne fait pas de bruit, mais ça se produit. Et il faut rappeler à, entre guillemets, ce qu'on appelle les Français de souche, que le modèle classique chez nous, il prenait aussi beaucoup de temps. C'est-à-dire le petit-fils cadre, le père instit et le grand-père paysan. Ça résonne quand même pas mal dans des régions comme la vôtre. Tout ça se faisait sur au mieux 2 générations, voire 3 ou plus. Beaucoup de ces familles issues de l'immigration, si elles sont arrivées dans les années 60-70, sont engagées individuellement dans ce type de parcours. Même si on a aujourd'hui des phénomènes de tension forte dans un certain nombre de quartiers, avec, on parlait tout à l'heure de l'outil cartographique, quand vous faites dans une ville comme Marseille ou Toulouse l'analyse des prénoms sur les listes électorales, vous avez des différences colossales. C'est-à-dire que Marseille, on a des dizaines de bureaux à plus de 50% de prénoms arabo-musulmans, mais des dizaines de bureaux à 0% de prénoms arabo-musulmans dans la même ville. Donc il y a des failles qui sont gigantesques et des populations aussi qui sont regroupées pour certaines dans certains quartiers où du coup la question de l'intégration et a fortiori de l'assimilation se pose de manière très problématique. Merci effectivement pour votre analyse sociologique, historique, qui permet quand même d'expliquer beaucoup d'éléments de la situation dans laquelle on se trouve actuellement, à la fois sur le plan politique et sociologique. Et en quoi donc cela peut-il nous servir pour permettre de prévoir l'évolution dans les prochaines années, notamment par rapport à des thématiques aussi qu'il faut intégrer, telles que le communautarisme, vous y étiez pratiquement, la transition écologique, la performance économique de notre pays, exactement peut-être la perte de performance économique. Donc, voilà, en quoi ça nous aide pour essayer de prévoir ce qui va se passer, alors, pas nécessairement dans 20 ou 50 ans, mais déjà ne serait-ce que dans les 10-15 prochaines années. Alors, le boulot que j'ai fait, c'est essayer de faire un diagnostic à date. Je pense que c'est pas inutile d'avoir un état assez, en tout cas, exhaustif et assez objectif. On a essayé, modestement, pour essayer de bâtir ensuite des scénarios, des pistes de réflexion. Pas mal de politiques que j'ai croisées me disent « Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Je dis « Moi, j'ai fait ma partie du job, maintenant, c'est à vous de faire la suite. » Sur les pistes d'avenir, je ne reviendrai pas sur la question du communautarisme, dans un deuxième temps. Vous avez parlé de l'écologie. Je pense que oui, c'est un véritable sujet à regarder. Et je me demande si on est dans le registre des matrices, si l'écologie ne peut pas être une nouvelle matrice, il n'y en a pas 15 000, à disposition, qui peut permettre d'agréger, de cimenter, pas l'ensemble de la société française, mais au moins un certain nombre de blocs. On caricature souvent, en partie à juste titre, la sociologie du vote écolo en disant c'est les bobos des grandes villes. Bon, mais regardez dans certaines vallées de l'Ariège ou de la Drôme, les écolos ont fait des très bons scores, il n'y a pas beaucoup de bobos là-bas. Donc on a déjà un certain nombre de groupes sociaux différents qui se sont agrégés sur ça.
le terme de transition écologique est intéressant parce que ça implique un changement ça sous-entend un changement de société et avec des transformations à tous les étages, c'est-à-dire de nos modes de vie, des filières économiques, etc., etc. Et donc ça veut dire que pour la réussir, il faut entraîner toute une partie de la population. En Bretagne, la question de la conversion au bio d'une partie des filières agricoles, les énergies renouvelables, etc. Donc il y a quelque chose à regarder. Quand je parle de matrice, j'irais même presque à dire que c'est une matrice religieuse. Alors je ne dis pas qu'il y a un côté foi de charbonnier dans le discours écolo, je dis juste sur sa fonction, son mode de fonctionnement sociologique. C'est le propre du religieux d'avoir un certain nombre d'injonctions qui sont suivies par les fidèles concernant la vie quotidienne. Typiquement en matière alimentaire. On a parlé de l'islam tout à l'heure, il y a le halal. Le kasher pour les juifs et il y avait le maigre pour les catholiques. Quelque part, on peut dire que les écolos militants, ils font carême toute l'année. Hein, c'est-à-dire produits de saison, pas trop de viande, pas d'huile de palme. Dans une société qui s'est très fortement individualisée, qui est assez hédoniste, quel discours aujourd'hui a une capacité d'entraînement sur la vie quotidienne? Je parlais de l'alimentation, mais c'est aussi pour certains le tri des déchets, l'achat de seconde main, les circuits courts, etc., etc. Donc il se passe, si on regarde sans être partisan, de manière clinique, il se passe autour de l'écologie des choses assez importantes et assez profondes. Et donc, il faut regarder, c'est peut-être une des matrices qui peut permettre de remettre du ciment dans, en tout cas, certaines îles de l'archipel, pas toutes. Sur la question du communautarisme, certains m'ont dit, bon, en fait, ce que vous nous annoncez, c'est la guerre de tous contre tous. Donc le bouquin, il s'appelle L'archipel français, il ne s'appelle pas la Yougoslavie française ou le Liban français, ou la libanisation de la France. D'aucuns citent aussi, et je le cite dans le livre, les propos de l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Collomb, quand il part de Beauvau, et qui dit les Français vivent côte à côte, et je crains que demain ils ne vivent face à face. Quand vous quittez Beauvau et que vous dites ça, bon, ça va être quoi, un peu inquiété. Moi, je ne minimise pas les risques de tension qui existent d'ores et déjà dans certains territoires, mais je pense que dans une société, encore une fois, très individualiste et très hédoniste, la guerre de tous contre tous, l'affrontement n'est pas le choix majoritaire. Parce que faire la guerre, c'est extrêmement coûteux en termes de sang, en termes d'argent, en termes de morale, et que la pratique qui est la plus répandue, c'est l'évitement. On se met à distance et chacun essaie de vivre le mieux qu'il peut dans son île qu'il s'est choisi ou qu'il a essayé de se choisir. Et donc, en prospective, sur les scénarios un peu noirs, moi, c'est pas la guerre de tous contre tous que je privilégierais, c'est plutôt le syndrome du syndic de copro. Hein, c'est-à-dire, chacun vit dans son appartement, on paye en se faisant un peu tirer l'oreille les charges communes, parce qu'on a intérêt collectivement à ce que ça tombe pas trop en ruine. Il y a la sécurité sociale, il y a les retraites, il y a le système de santé, donc il faut quand même s'occuper de tout ça. Mais on ne se mêle surtout pas de ce que fait le voisin dans l'appartement d'à côté. Et si on peut éviter de se croiser sur le palier, c'est très bien. Donc c'est pas très glorieux, mais c'est beaucoup moins douloureux qu'une guerre de tous contre tous. Oui, j'avais envie de poser une question. Oh, pardon. Tu as le temps, on est sur la route, Alain. Oui, merci. Vous avez été dans votre livre particulièrement dénonciateur de certains systèmes. Moi, je vois un enchaînement de politiques, d'hommes politiques. J'aurais une suggestion à faire. Il y a au moins un parti qui n'a pas participé à cet éparpillement, à ce désespoir, à cet égoïsme. C'est le Front National, pourquoi ne pas essayer le Rassemblement National aux prochaines élections. Lui, il n'a pas de responsabilité dans le passé. Alors, moi, je suis pas dans... Encore une fois, je suis dans le constat, je ne suis pas dans la propagande ou l'affirmation politique. Juste pour essayer aussi de voir ou de rappeler qu'un certain nombre des faits que j'essaie d'exposer ont leur propre autonomie.
hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément eu un grand plan, et il y a un certain nombre de, peut-être de choix politiques qui ont été faits, mais la sortie de la matrice catholique, etc., il n'y a pas quelqu'un qui a tiré les manettes, hein, il y a une autonomie du fait social. On peut avoir, il y a une relation assez subtile entre un certain nombre de décisions législatives, des choix politiques, hein, des votes de loi, et des évolutions de fond. Je vous ai pris par exemple le cas des prénoms. Le législateur voyait que le nombre de prénoms augmentait sans cesse et qu'il y avait des contentieux infinis à l'état civil. Donc ils ont décidé d'abroger cette loi, et ce faisant, on a amplifié le phénomène, mais le phénomène était préexistant. De la même manière, la loi sur le divorce. Au milieu des années 70, on fait la loi pour consentement mutuel. Avant, on était uniquement sur le divorce pour faute. Mais quand vous faites la courbe du nombre de divorces, elle augmente déjà très sensiblement avant le vote de la loi. Et c'est justement parce qu'elle augmente et qu'il y a des contentieux de plus en plus importants qu'on décide de légiférer. Ce faisant, quand vous simplifiez la procédure, vous amplifiez encore le phénomène. Donc je réponds qu'en partie à votre question, en disant qu'il y a une autonomie du social et que l'acteur politique il peut, à la marge, amplifier ou minimiser les phénomènes, mais qu'il y a quand même une puissance et une inertie. Parce que pareil, c'est pas une législation pour le coup, mais si on prend l'Église, Vatican II, donc c'est un gros débat au sein de l'Église, en disant est-ce que c'est le début de la fin? On a trop dévissé le cadre et tout est parti en vrille après. Bah, là aussi, les responsables de l'Église, à mon avis, ils étaient dans la même situation que Gorbatchev dans les années 80. Et vous voyez que le système était en train de se déliter, ils disent si on fait rien, on est mort. Et en modifiant un certain nombre de paramètres, ils ont amplifié un phénomène qui était déjà en gestation. Après, pour un certain nombre d'autres phénomènes, je pense par exemple au phénomène de concentration des cadres et des diplômés dans les grandes métropoles, la hausse de l'immobilier dans tous ces territoires. On peut essayer de mener des politiques publiques, c'est pas évident, mais j'allais dire, chacun vote avec ses pieds en décidant d'aller s'installer. Il n'y a pas un grand plan qui a concentré tous les cadres dans les métropoles. Donc il y a une grande autonomie du fait social. Je voulais poser la question. Donc, vous avez bien décrit l'archipel français, effectivement. Est-ce que dans les autres pays, est-ce que c'est singulier à la France, ou alors est-ce que dans les autres pays, je pense par exemple les pays de l'Union européenne, est-ce qu'on ressent, on trouve ces mêmes clivages? Alors, je les connais moins que la France, mais on peut faire l'hypothèse, et il y a un certain nombre de faits, et on se rassurera, Cocorico, qu'on n'est pas les seuls dans ce bateau. Tous ces phénomènes-là, sortie de la religion, sécession des élites, catégories populaires fragilisées par la désindustrialisation, les problèmes d'immigration, les problèmes de métropolisation, tout ça existe partout. Quand vous faites la carte du vote pour le Brexit, on a Londres et le reste du monde, hein, et la distance aux grandes villes. On fait le vote Trump fait moins de 10% à New York. Hein, et donc on a bien l'Amérique, entre guillemets, périphérique versus l'Amérique des grandes métropoles. Donc tout ça existe partout. Une journaliste belge m'interrogeait un peu sur ces questions-là, et notamment sur la question des mariages mixtes entre personnes issues de l'immigration. Puis moi, je lui avais demandé, mais comment ça se passe chez vous, les mariages mixtes? Mais pas ceux-là, hein, ceux entre flamands et wallons. Alors, elle réfléchit, puis dit, je ne crois que ça n'existe pas. Alors, je dis, ben voilà, vous avez une réponse. La Belgique, comme d'autres pays fédérés, s'est constituée sur un mode au moins binaire, si ce n'est plus. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Espagne, avec la Catalogne. Alors, c'est pas toujours apaisé, mais les journalistes français ont la plus grande peine du monde à comprendre ce qui se passe là-bas. En disant, sans prendre parti, on a à peu près 45% de la population qui vit là-bas, qui se considère comme catalane et pas comme espagnole. C'est incompréhensible pour un Français. Peut-être un peu plus en Bretagne, mais en France, c'est incompréhensible. Ce qui est encore moins compréhensible pour un Français, c'est que les différentes provinces espagnoles n'ont pas toutes le même degré d'autonomie. Il y en a qui en ont plus que d'autres. Et donc, pour répondre, et j'arrête, je pense que ce phénomène, il est commun à toutes les grandes démocraties occidentales, mais que beaucoup de pays ont des anticorps ou, dans leur histoire, un certain ADN qui les rend moins déstabilisés par rapport à ce qui se passe
que nous qui avons été sur un modèle très monolithique. Hein, et donc on est beaucoup moins agile et beaucoup moins à l'aise pour traiter cette question de la fragmentation et de l'hétérogénéité croissante. D'abord, je vous félicite parce que c'est vraiment un travail de fond. Puis, une petite anecdote, puisque vous avez... Voilà, comme ça, c'est mieux. Ouais, on sent que quelqu'un qui a de la voix. Je crois que je peux parler sans micro. Non, non, c'est pour ceux du fond, quand même. Petite anecdote un peu rigolote, parce que vous avez parlé de Stéphane Plaza, et avant, vous parliez du Tour de France. Je crois que c'est un sport que vous appréciez sûrement. Vous savez que son frère... son père, je ne pratique pas beaucoup, mais... Non, mais son père, à Plaza, a couru le Tour de France en 57, mais il ne l'a pas fini. C'était pour refermer la parenthèse. J'ai senti en filigrane chez vous, quand même, ici on est en Bretagne, vous l'avez dit à plusieurs reprises, une critique aussi de l'État jacobin. Est-ce que vous pouvez développer cet aspect-là? Je ne sais pas si on sort de votre sujet, mais on est dans un État extrêmement centralisé, quoi qu'on dise, et je pense que ça fait partie aussi des problèmes. Alors, je ne sais pas si c'est être critique ou pas. Juste, ça rebondit avec la question précédente. Ce qui est sûr, c'est que ce modèle-là, aujourd'hui, nous a rendus moins agiles et moins à l'aise pour traiter la fragmentation. Ça, c'est clair. Après, est-ce que la fragmentation était d'autant plus forte en réaction à ce modèle? Moi, je n'irai pas jusque-là. Et pour faire un lien avec l'actualité très récente, il y a eu la semaine dernière, si je ne me trompe pas, le congrès des départements de France, l'Assemblée des départements de France, qui s'est très mal passé avec représentants du gouvernement, parce que ces élus locaux, comme ceux de l'AMF pour les maires, comme ceux des régions, considèrent que le pouvoir actuel est en fait très très jacobin. Donc chacun se fera sa propre opinion. On peut se dire aussi que ceux qui dirigent ces trois associations sont tous issus de l'ancien monde, comme on dit aujourd'hui, hein, sont PS et LR, donc ils règlent aussi peut-être des comptes. Mais si on veut essayer d'être complètement objectif, je pense qu'effectivement, ce logiciel jacobin qui est hérité de l'histoire, alors qui n'a pas été toujours totalement au pouvoir et accepté, il a une version un peu contemporaine aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire, par exemple, sur la suppression de la taxe d'habitation, sur la suppression d'un certain nombre de taxes, tout ça est compensé, mais compensé par l'État central. Et donc, les collectivités locales perdent encore en autonomie. Et donc, moi, c'est pas mon sujet de dire est-ce qu'il faut être plus ou moins, enfin, est-ce que c'est une critique ou pas. On peut penser que face à cette fragmentation importante, il faut maintenir quand même des outils de cohésion très forts et de péréquation entre les territoires et entre les populations, mais qu'il faut aussi sans doute laisser un degré d'autonomie important aux territoires et aux collectivités locales pour essayer de gérer aussi au plus près la cohésion sociale et nationale. Et donc j'évoquais tout à l'heure le rôle des associations et des élus locaux. Je pense qu'en piste d'avenir, les élus locaux sont des maillons très importants pour essayer de renouer ou de maintenir du ciment entre les différentes îles de l'archipel, et qu'au niveau communal, au niveau municipal, ça se fait sans doute de manière plus aisée sur un projet de territoire, sur un certain nombre de grands équipements structurants, qu'au plan national. Donc, pour répondre à votre question, voilà, la matrice jacobine nous arme relativement mal dans la période actuelle, et sans doute que faire confiance aux élus de terrain n'est pas forcément une mauvaise politique dans la situation qui est la nôtre. Merci beaucoup pour ce constat. Vous parlez d'archipélisation, bien sûr, mais on parlait avant de fracture. La fracture est toujours là, puisque les gens deviennent de plus en plus pauvres et les autres deviennent de plus en plus riches. Ce constat, il est que les associations tiennent le pays, huilent tous ces rouages. J'avais aussi envie de parler, encore une fois, des femmes. Et on parlait de l'écologie tout à l'heure comme
peut-être un avenir qui rassemblerait, on le voit avec Greta, une jeune femme de 16 ans. Donc je parle des jeunes et encore une fois des femmes. Vous avez parlé de la religion, il n'y a plus de prêtres. Évidemment, il n'y a pas de femmes. Comment voulez-vous qu'il y ait des prêtres parce qu'il n'y a pas de femmes? Voilà. Et j'ai envie de poser la question, est-ce que l'avenir n'est pas la femme qui, toujours pareil, je ne sais pas une boutade, mais qui se lance beaucoup dans l'écologie, qui commence à développer des habitats participatifs, qui crée de nouvelles normes pour éviter ces fractures et cette archipel avec les vieux aussi. Il y a aussi, vous pourriez parler des vieux, qui sont aussi, c'est aussi un archipel des seniors. Donc voilà, et je pensais à cette huile pour les rouages qui peuvent être les jeunes qui sont en train de se manifester, les femmes, les associations qui font un boulot magistral, qui tiennent le pays, je pense, dans tout cet archipel. Voilà, en fait, c'était un questionnement par rapport à, bravo, tout ce constat que vous avez fait. Merci beaucoup. Alors, juste un ou deux éléments sur la question des femmes. Là aussi, il y a une révolution silencieuse qui s'est opérée en l'espace d'une cinquantaine d'années. On a parlé tout à l'heure de la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. Ça a été vrai pour les garçons et pour les filles. Mais depuis plusieurs années maintenant, une majorité d'étudiants sont des étudiantes. Et on a un taux de réussite, alors même si ici en Bretagne, on a des bons taux de réussite au bac, mais qui sont toujours systématiquement plus forts chez les filles que chez les garçons. Donc je ne sais pas si la femme est l'avenir de l'homme, mais en tout cas, il y a encore... Alors, ce qui rend d'autant plus insupportable l'inégalité salariale, alors même que collectivement, les jeunes filles jouent davantage que les garçons la carte de la promotion et de l'ascension sociale par les études. C'est pas non plus sans poser beaucoup de questions. C'est-à-dire que ce phénomène-là, on le voit dans toutes les démocraties occidentales. Et aujourd'hui, on est dans une économie qui est de moins en moins de la production, mais de plus en plus du savoir, du savoir-être, de la connaissance de la relation. Le fait d'avoir un diplôme vous arme mieux dans cette compétition. Alors, c'est pas sans conséquence. Par exemple, il y a un lointain lien, mais il y en a un, j'en suis convaincu, dans le fait que dans le vote Trump, le vote pour le Brexit, le vote pour le Front National, le vote pour l'AfD en Allemagne, à chaque fois, est plus fort chez les hommes que chez les femmes. Il y a sans doute aussi une partie de la population masculine qui se sent, alors il y a encore de la marge, mais qui se sent dépossédée ou qui est en train de perdre. À long terme, ils ont raison, puisque la variable du diplôme est centrale et qu'il y a un investissement qui est plus fort des jeunes filles que des garçons. Aujourd'hui, il y a les femmes sont en moyenne plus diplômées que leurs conjoints. Donc tout ça, c'est des révolutions silencieuses, mais qui en disent long aussi sur ce qui s'est passé, et on n'a pas mesuré encore peut-être toutes les conséquences. Les associations. Alors, pardon ? Alors, oui, alors, beaucoup de femmes. Alors, là, il y a un autre sujet. Alors, déclassé. Alors, là, sur les gilets jaunes, il y a, sur la problématique féminine, il y avait deux choses. C'était beaucoup de femmes, parce que des secteurs d'emploi qui sont très féminins, les fameux métiers du care, où elles sont très représentées, les métiers des services, beaucoup de gens qui travaillaient dans la grande distribution ou autres étaient là-dessus. Et puis il y avait une autre problématique, c'est pour ça que cette crise des gilets jaunes est, de mon point de vue, tout à fait importante à analyser, parce qu'elle révèle beaucoup de choses, et ça fait prendre conscience à certains de la réalité du pays. On a redécouvert, au sommet de l'État, la question des familles monoparentales, à l'occasion de la crise des gilets jaunes. 20% des familles avec enfants sont des familles monoparentales, aujourd'hui. 1 sur 5. Il y a 15 ans, c'est 10%, ou 20 ans. Donc on a doublé en 20 ans. Et comme la nature est bien faite, ce sont en plus, donc 90% c'est des femmes, et en plus des milieux les plus défavorisés. Et donc là, on est sur les problématiques de pouvoir d'achat, etc., etc. Il y a deux autres là, oui. Bonsoir.
Je vous félicite pour cette analyse. Vous dites avoir échangé avec des politiques, justement, puisque votre diagnostic est très bien fait, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, est-ce que vous pensez faire un think tank avec ces politiques? Parce que si c'est pour... Moi, je n'ai pas lu le livre, hein, je n'ai pas eu cette occasion encore. Le diagnostic est très bien, mais comme tout diagnostic, s'il n'est pas suivi des faits, je dirais qu'une fois de plus, on débat pour débattre. Est-ce que c'est essentiellement le but? Alors, moi j'essaie de rester à ma place. Et donc je suis pas engagé politiquement. Et donc je travaille à l'IFOP. Et donc mon boulot, c'est de faire le diagnostic. Un peu comme un journaliste qui raconte ce qu'il voit et c'est de décrire la réalité. Et donc, après, très courageusement, c'est vrai, je leur repasse la patate chaude en disant, voilà nous ce qu'on voit, mais c'est quand même pas mal que vous ayez ces données-là. Hein. Ce que je disais tout à l'heure, il faut la crise des Gilets jaunes pour se rendre compte qu'il y a 20% de familles monoparentales en France. Donc, on peut espérer que, voilà, ils travaillent, mais je pense que certains, pas que ce livre-là, hein, notamment ceux qui sont en responsabilité actuellement, ce qui s'est passé depuis 2 ans les a fait évoluer sur la perception qu'ils avaient de l'état du pays. Je cite dans le livre une phrase d'un essayiste américain qui s'appelle Thomas Frank, qui écrit un livre qui s'appelle What Happened to Kansas et qui a été traduit en français sur pourquoi les pauvres votent à droite. Donc ça vous donne un peu la tonalité. Donc il l'écrit avant la victoire de Trump et il y a tout. Hein, vous savez... Voilà. Et il a une phrase, il dit, ben voilà, c'est un ressentiment de toute cette Amérique, classe moyenne blanche américaine, qui, vis-à-vis de l'élite de la côte Est et de la côte Ouest, qui se vit comme touriste dans son propre pays. Et donc, modestement, j'ai essayé de envoyer un guide de voyage à cette élite touristique pour essayer de lui décrire la France dans laquelle elle vit, elle se déplace en TGV. Vous avez parlé du rôle des médias qui ont pu aussi jouer un rôle dans cet émiettement de la société française. Est-ce que ce que les médias ont pu faire dans un sens, ils ne peuvent pas le refaire dans un autre? À savoir que mettre l'accent sur ce qui marche, les trains qui arrivent à l'heure, on n'en parle pas, hein, c'est classique, mais mettre en évidence ce qui marche, effectivement, ça aura moins de clinquant que ce qui s'est passé là autour du voile d'une accompagnatrice scolaire qui va générer maintenant peut-être une loi, enfin voilà. Alors, sur le rôle des médias, c'est pareil, c'est toujours un peu la poule et l'œuf. Quand on disait, on a pris l'exemple de TF1, moi de mon point de vue, ils ont été victimes, on ne va pas pleurer complètement, hein, mais ils ont été victimes de la fragmentation. C'est-à-dire que, et on pourrait faire le parallèle entre les médias, si vous voulez, et la grande distribution, encore moins pleurer, qui sont en difficulté aujourd'hui, mais qui se sont construits à une époque où la société française est sociologiquement, dans les années 60-70, et culturellement assez homogène. Et donc tout le monde fait ses courses chez Carrefour, et en gros tout le monde regarde TF1, je caricature. À partir du moment où la société se fragmente, ces acteurs qui fonctionnent sur un mode généraliste se trouvent de plus en plus déstabilisés. Et donc la baisse d'audience de ces chaînes ou le déclin du tirage des grands quotidiens ou des hebdos, c'est bon, un nouveau rapport à l'écrit, certes, mais c'est aussi parce que les publics auxquels ils s'adressaient sont moins homogènes et sont de plus en plus divers, et ils ont du mal à couvrir tout ça. Donc à mon avis, c'est pas eux qui ont joué la fragmentation, ils en ont plutôt été victimes. Après, sur les trains qui arrivent à l'heure et les catastrophes, chacun a ses responsabilités, mais moi, par exemple, je considère que, ici en Finistère, Ouest France et Télégramme ont un rôle important, historiquement, dans le fait que cette région fonctionne relativement mieux que d'autres. La concurrence a du bon. Le fait de se tirer la bourre entre Ouest France et le Télégramme fait que vous êtes le département où on lit le plus la presse quotidienne. Et si on la lit le plus, c'est aussi parce qu'elle est de qualité. Donc là, je ne mettrai pas tous les médias dans le même sac. Il y a différentes lignes
éditorial. Il y a différents points de vue qui sont retenus, mais effectivement, on a parfois aussi peut-être la presse qu'on mérite. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une osmose entre Ouest France et la région Grand Ouest, mais Ouest France a participé aussi à, de par la ligne qui est la sienne, à valoriser les initiatives locales, reconnaître les talents locaux, essayer de fédérer les gens. Et donc ça a eu, peut-être que dans d'autres régions, c'est moins le cas et on est plus sur la mise en avant d'un certain nombre de faits divers, parce qu'on pense qu'à brève échéance, ça va faire vendre du papier. On se donne encore 10 minutes à peu près, donc s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions, je sais qu'il y a des mains levées. On va laisser aussi notre intervenant se reposer derrière. Moi j'avais une question. Devant le constat que vous faites, alors, on est un peu plus optimiste, on parlera de la France bigarrée, on est pessimiste de la France fragmentée. Je ne sais pas si on peut, par rapport à ce qu'on a entendu, en fait, rester optimiste ou tomber dans le pessimisme le plus noir. Mais de ce constat qu'on a entendu ce soir, comment on peut voir l'avenir enfin, est-ce que cette réalité-là va encore plus rendre difficile la consolidation de l'Europe, ou au contraire, est-ce qu'on va complètement fermer la page de... C'est tellement compliqué, tellement fragmenté que pourra encore moins imaginer un destin commun avec plusieurs pays européens. Alors, je pense que vous avez en partie esquissé la réponse. C'est-à-dire, on voit bien que le projet européen de faire converger les différentes nations dans un projet à long terme de nation européenne, quand on voit les processus de fragmentation interne à chaque nation aujourd'hui, alors plus ou moins abouti, enfin plus ou moins puissant, ce rêve ou ce projet paraît quand même s'éloigner. Je ne dis pas qu'il est hors d'atteinte, mais il s'éloigne. On a parlé de la Catalogne tout à l'heure. Eh bien, c'est compliqué en Espagne. Vous voyez ce qui se passe en Italie, où momentanément, voilà, la Ligue du Nord, enfin, ça s'appelle plus du Nord d'ailleurs, a été rejetée dans l'opposition. Mais quand vous regardiez les cartes électorales, on avait une Italie qui était complètement coupée en deux. Et donc là, dire ils ont une langue commune, ils ont 160 ans d'histoire commune, et on est encore sur une coupure nord-sud hyper flagrante. Et donc ça appelle un peu à la modestie sur le projet européen, en disant il y avait des outils d'intégration, encore une fois la langue, le système étatique, l'histoire commune, et malgré ça, 160 ans après, on a encore des fractures très fortes. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Grande-Bretagne, avec les Écossais qui de plus en plus disent bah, ok, donc si vraiment il y a le Brexit, nous on va reprendre, c'est le moment ou jamais de voler de nos propres ailes, etc. etc. Donc je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis, de mon point de vue, ça rend l'horizon plus lointain. Oui, donc nous sommes d'accord, vous avez fait un diagnostic assez fin, complet. Ensuite, vous avez eu des questions sur l'avenir, notamment. Et je me dis que pour essayer de répondre à ces questions sur l'avenir, il faut que, peut-être que c'est dans le livre, je ne l'ai pas lu non plus, vous avez essayé de rappeler des évidences qui sont les grands mouvements qui frappent notre planète, et la France en particulier, et qui sont les causes de notre situation aujourd'hui, en partie de cette fragmentation, qui sont les causes communes à tous les pays d'Europe, d'ailleurs, en tout cas. Donc, c'est de rappeler d'abord l'effet de la libéralisation économique. C'est un choix qui a été fait au niveau mondial, et par conséquent également de la mondialisation. Donc, on a certainement à agir sur libéralisme économique, 2008, mondialisation, donc nouvelle division du travail, pour atténuer les effets de ce premier mouvement. Donc, c'est à l'Europe d'agir, c'est d'essayer d'influencer nos partenaires américains et asiatiques, etc. Deuxième grand mouvement, c'est bien sûr la démographie qui aujourd'hui met en péril plusieurs silos de notre protection sociale, en tous les cas, donc les régimes vieillesse, au premier plan, et puis la santé. Donc, bien entendu, il est souhaitable que nous vivions mieux et plus. Donc, dans tous les cas, sur le plan financier, donc ces régimes sont totalement déséquilibrés et vont l'être encore plus pendant un certain temps.
Donc c'est là aussi qu'il faut certainement que chacun accepte de faire un petit effort, mais que l'effort ne soit pas porté sur ceux qui en ont le moins, des régulations à apporter. Troisièmement, quelqu'un parlait donc des médias, et je suis tout à fait d'accord pour ajouter à ma liste des causes sur lesquelles il faut agir pour l'avenir. Donc c'est la trop grande liberté de presse est un principe évidemment fondamental, mais il n'empêche qu'on voit des choses dans les médias, notamment les médias audiovisuels, qui poussent sans doute de trop à la consommation, et qui sont une des causes aussi de l'animosité qu'il peut y avoir entre les différentes îles, des gens qui n'ont pas accès justement à ce qu'on voit. Vous parliez de Plaza tout à l'heure, je suis bien d'accord. Donc là aussi, il y a une régulation que les pouvoirs publics français et européens doivent apporter, comme dans d'autres pays du monde, bien sûr. Enfin, il y a bien sûr la question donc, du changement climatique sur notre planète. Certains vont en souffrir, c'est-à-dire, comme l'ont dit les gilets jaunes, ceux qui doivent prendre la voiture, qui mettent du gasoil parce que ça coûte moins cher, évidemment, et qui souvent doivent aller de plus en plus loin chercher leur travail, puisque la mondialisation a provoqué des pertes d'emplois, etc. Ce sont des phénomènes qui sont tous liés. Donc, il va falloir accepter effectivement le changement de nos habitudes, mais en essayant d'en répartir mieux le poids financier. Voilà. Enfin, je voulais simplement dire qu'il y a des grands éléments qui sont peut-être dans votre livre, ou que vous traiterez peut-être une prochaine fois, qu'il faut rappeler pour éclairer la situation que vous décrivez dans votre livre. Ouais. Donc, bah là, on a déjà une ébauche de projet de sortie de l'archipel. Je ne vais pas revenir sur tous vos points, juste sur la question de la régulation, de la mondialisation. Là, pour le coup, ça peut faire le lien avec la question précédente, c'est-à-dire que peut-être un nouveau rôle au projet européen, c'est celui de contrepoids. On voit par exemple sur la question des GAFA ou autres, en disant bah, là, ça a du sens, c'est peut-être chimérique de penser l'avènement d'une nation européenne unie. En revanche, une confédération pour peser lourdement et faire en sorte qu'il y ait des régulations qui soient plus fortes. Donc là, du coup, ça peut remettre au goût du jour cet idéal européen. Sur la question de la démographie et de la protection sociale, Madame tout à l'heure parlait des retraités qui constituaient un archipel en soi, parce qu'effectivement, c'est comme quand on dit il y a les agriculteurs ou les paysans. Entre un céréalier de la Beauce et un éleveur laitier chez vous, il y a quand même un monde. Là, c'est pareil. Entre un retraité qui gagne 4 000 € par mois et quelqu'un qui est au minimum vieillesse, hormis le fait qu'il ait le même âge, il n'y a pas grand-chose en commun. À ceci près qu'ils ont quelque chose en commun, c'est qu'ils bénéficient de les cotisations des actifs. Et donc moi, ce qui me frappe, c'est que dans toutes nos enquêtes qui commencent de nouveau à être relancées là, sur la réforme des retraites, le principal clivage sur ces questions-là, c'est pas le clivage gauche-droite, c'est pas privé-public, c'est est-ce que je suis salarié ou est-ce que je suis retraité. Et donc vous avez 2/3 des retraités qui approuvent des demain, sondage après sondage, le recul de l'âge de départ à la retraite, etc. Hein, donc on a... ça, c'est limpide. C'est limpide. Faut pas les interroger. Voilà. Donc ils ont voix au chapitre, mais voilà. Et enfin, sur la question du changement climatique, ce qu'on se disait tout à l'heure, effectivement, ça peut être sans doute un levier pour recréer du commun. Encore une fois, sur la question de la transition énergétique et climatique, ça va embarquer toute la société. Et donc, je ne vois pas en rayonnage trop ce qu'on a d'autre aujourd'hui pour recréer une dynamique commune avec un objectif qui permette d'un petit peu embarquer tout le monde. Une dernière question. Robin. Un peu politique quand même, parce que vous avez semblé expliquer, et effectivement il y a des arguments pour ça, que finalement Emmanuel Macron, c'est lui qui avait le mieux compris cette fragmentation de la société, et donc l'archipel tel que vous le décrivez. Est-ce que vous pensez vraiment que le parti qui porte sa politique, le Parti République En Marche, est à ce point connecté
avec ces différents îlots. Et donc, est-ce qu'il n'est pas effectivement donc, voué à disparaître comme finalement les autres partis, compte tenu justement de cette fracture qu'il y a entre ce parti, ne serait-ce que dans la composition des élus qu'il a à l'Assemblée nationale, et puis la réalité fragmentée que vous avez décrite? Alors, il y a un peu d'ironie dans votre question, je sens. Alors, je ne sais pas si Emmanuel Macron était celui qui avait le plus intégré la fragmentation ou l'archipélisation de la société. Et je m'en excuse si je me suis mal fait comprendre. Je pense que par contre, c'est lui qui était le plus clairvoyant sur le caractère obsolète du clivage gauche-droite. Et en disant, ce coup-ci, il suffit de pousser un peu plus fort que d'habitude et le château de cartes va s'effondrer. Ça, je pense qu'il l'avait parfaitement intégré, mais il était en partie à un bon poste d'observation pour s'en rendre compte. Ensuite, est-ce que La République En Marche est à l'image de la société française? Non. Mais aucun parti ne l'est, puisque aujourd'hui, on recrute préférentiellement dans telle ou telle île. La question est de savoir, dans un univers archipélisé, où on n'est plus sur un balancier gauche-droite, est-ce qu'on arrive à avoir une masse critique suffisante pour être au deuxième tour? Et donc là, ce qui est en train de se jouer, même si on a dit tout à l'heure, entre la présidentielle et les européennes, le périmètre de l'île macronienne a un peu bougé. Il dérive des continents là, vers la droite là, depuis 2 ans. Il est resté à peu près de même superficie. Et donc, à partir du moment où, dans un système électoral très fragmenté, vous arrivez à accrocher, à agréger 20-25%, et élément qui vous aide, si celui qui est en face arrive aussi à le faire, s'appelle le Rassemblement national, alors il y a des chances pour que ça puisse continuer un petit moment. Donc la question qui se pose pour eux, c'est d'élargir encore un peu plus, mais vous voyez qu'ils n'ont eu de cesse que de dynamiter les vieux partis. Donc le PS a pris un exocet au moment de la présidentielle, puis les législatives, donc ça c'était réglé. Alors, on va revenir sur les municipales après. La droite a résisté, hein, on a parlé des affaires Fillon, mais il fait quand même 20%. Aux législatives, il sauve 100 députés. Et donc Emmanuel Macron, on peut lire le quinquennat comme ça, a eu de cesse que d'affaiblir ou de dynamiter ce pilier droit. Donc la nomination d'Édouard Philippe à Matignon, Le Maire et Darmanin à Bercy, puis toute la politique économique et sociale qui a fait que beaucoup de gens de droite, vous savez, étaient ralliés à l'adage de Deng Xiaoping, peu importe la couleur des chats, ce qu'il faut c'est qu'il attrape des souris, quoi. Non, lui il vient pas de chez nous, mais il nous a fait l'ISF, les ordonnances travail, la réforme de la SNCF, la réforme de la taxe d'habitation, et donc pour l'instant on achète. Le ralliement de la grande affaire, c'est le ralliement de toute une partie de la droite à Emmanuel Macron, la droite modérée. Il y avait 2 ressorts principaux. Un, l'agenda de réforme libérale, donc on vient d'en parler. 2, l'attachement à la construction européenne. Et donc on l'a bien vu aux européennes en disant si vous êtes européen, le seul parti qui est vraiment européen, c'est nous. La droite, comme d'habitude, il ménage la chèvre et le chou, et donc on ne sait pas trop où ils habitent sur la question européenne. Et paradoxe de l'histoire, la crise des Gilets jaunes arrive là-dessus, dont le gouvernement se serait, je pense, volontiers passé, mais elle a permis, cette crise, de actionner un 3e ressort qui marche souvent à droite, c'est le ressort du parti de l'ordre. En disant défense des institutions, halte à la casse, halte au pillage. Et quand vous avez 2-3 semaines de suite, dégradation de l'Arc de Triomphe, un boxeur qui fait un carton sur des CRS, des vitrines de centre-ville qui sont saccagées, les beaux quartiers qui sont en proie à des violences, la préfecture du Puy-en-Velay qui est incendiée, c'est too much pour l'électorat de droite. Too much. Et quand le président du Parti des Républicains, le premier samedi, a eu la bonne idée d'endosser un gilet jaune, là, c'est servi sur un plateau. Donc cette OPA, elle s'est accentuée et on arrive au résultat final, c'est LR sans la frange la plus dure qui est partie au Rassemblement national et sans la frange modérée qui est partie à En Marche, c'est 8,5%. Donc on est bien sur notre 2e division de tout à l'heure, c'est-à-dire ça n'a pas disparu, mais c'est minoritaire.
on va avoir sans doute un effet de trompe-l'œil au moment des municipales. C'est-à-dire que, habituellement, les balances, elles se font en sanction contre le parti qui a un des siens à l'Élysée. Emmanuel Macron n'a pas de sortant dans les villes, donc même si les gens veulent faire un carton sur Macron, il n'y aura pas de cible. Bon. Et donc tout ça nous laisse penser que les sortants ont un vrai avantage cette fois-ci, notamment si c'est très divisé en face. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il est très probable que beaucoup de sortants PS et LR soient réélus. À ceci près qu'ils auront fait campagne sans jamais brandir le drapeau. Mais c'est pas grave, le soir du deuxième tour, les dirigeants du PS et de LR diront « Regardez, nous ne sommes pas morts, nous dirigeons encore X dizaines ou centaines de villes de plus de 50 000 habitants, etc. etc. » Et En Marche fera sans doute la soupe à la grimace parce que le butin de conquête ne sera pas énorme. D'ailleurs, vous avez vu qu'ils ne parlent pas de ville, ils se font un objectif en termes de nombre de conseillers municipaux. Donc c'est un nouveau truc, ça vient de sortir. Donc on ne sait pas s'ils sont d'opposition ou de majorité. Bon, mais donc on voit bien, le mouvement gaulliste, quand De Gaulle revient au pouvoir, ça s'implante pas tout de suite sur le territoire. Faut faire des alliances avec les notables, etc. Donc il se peut très bien que l'état d'instabilité électorale que nous connaissons actuellement ne soit pas un accident, soit quelque chose de durable. C'est-à-dire on a un système qui est déstabilisé comme un moteur qui est déréglé, qui marche sur 3 temps au lieu de marcher sur 2. Et donc au plan national, qu'au niveau de la nationale, tant qu'il y a un FN à peu près puissant, mais qui est en incapacité d'être majoritaire, et si vous êtes le parti du bloc central qui faisait 25%, eh bien le système est relativement verrouillé au niveau national, même si au niveau local, ça reste beaucoup plus problématique. Et de ce point de vue-là, La République En Marche a tout intérêt à ce que la lecture des municipales soit le plus illisible possible. Non, bah voilà, il ne s'est rien passé. On dit, bah, dans telle ville, c'est un maire PS. Oui, mais nous, on a 2 adjoints En Marche. Et dans la ville d'à côté, c'est LR, mais on a aussi des adjoints. Donc, so what, hein, donc, l'intérêt, c'est de... Mais ils ne l'ont pas bien joué, je pense, pour l'instant. Ce serait d'essayer non pas de faire élire des gens, mais de faire en sorte qu'un certain nombre de maires sortants PS ou LR, à défaut d'étiquette officielle, soient ralliés dans le giron macro-compatible, en disant, regardez, nous on a ça, mais c'est bien plus large, il y a à Toulouse M. Moudin qui est avec nous, à Nice M. Estrosi, dans telle ville un socialiste, etc. Alors, je ne me rentre pas dans les considérations locales. Bien, je vous propose d'en rester là et d'applaudir merci aussi merci à vous. M. Fouquet. Il a fait Sciences Po Rennes, ça laisse de bons restes quand même. Voilà. Hein.